l'incapacité de comprendre les textes. C'est donc je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui nous sont arrivés peut-être en quatrième des humanités, et demain ils sont au sommet de l'État. Voilà les résultats. Et nous allons plus loin avec notre confrère Christophe Rigaud qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur du site d'information Africarabia et qui suit de près l'actualité en RDC. Et dans votre dernier article, vous le dites, le scénario d'un accord qui affaiblirait le M23 et ramènerait la paix dans l'est de la RDC, ça vous semble très optimiste. Et nous allons plus loin avec notre confrère Christophe Rigaud qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur du site d'information Africarabia et qui suit de près l'actualité en RDC. Et dans votre dernier article, vous le dites, le scénario d'un accord qui affaiblirait le M23 et ramènerait la paix dans l'est de la RDC, ça vous semble très optimiste. Pourquoi ? Mais c'est optimiste parce qu'effectivement, dans cet accord entre États, en fait, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on oublie quand même un acteur principal, c'est le M23, c'est la rébellion, et voilà, elle n'est pas concernée par cet accord entre États. Il y a un autre processus en parallèle qui se trouve à Doha et qui est là un processus de négociation entre le M23 et puis Kinshasa. Et là, pour le moment, il est au point mort. Donc c'est vrai que voilà, quid du M23? Est-ce que la pression américaine sur Kigali va être assez suffisante pour faire plier le M23? C'est ce qu'espèrent en fait Kinshasa et Washington. Ils espèrent que en signant un accord de paix avec le Rwanda, on affaiblirait le M23 comme ça a été le cas en 2013 où le groupe s'était disloqué. Là, on est en 2025, on est dans une configuration complètement différente. On a un M23 qui contrôle des territoires très vastes depuis plus de 6 mois. Les deux capitales provinciales du Nord et du Sud Kivu, ils continuent de recruter, c'est-à-dire que les effectifs du M23 continuent d'augmenter. Ouais. Donc, si on signe avec le Rwanda qu'il y a vraisemblablement un retrait des troupes rwandaises, est-ce que cela sera suffisant sur le terrain? En tous les cas, le M23 a toujours dit qu'il n'était pas concerné en fait par cet accord, et on voit bien que tous les accords précédents qui n'ont jamais été respectés, eh bien en fait la principale cause, c'est qu'ils n'intégraient pas toutes les parties du conflit, qui n'étaient pas assez inclusifs. Donc pour le moment, je dirais que cet accord c'est un premier pas, une première marche, mais il faut ensuite qu'il continue à Doha avec le M23, mais aussi avec les autres groupes armés comme les Wazalendo qui étaient les supplétifs et qui sont les supplétifs de l'armée congolaise. Donc pour vous, ce n'est pas réaliste. Il faudrait arriver à intégrer ces forces comme le M23 au sein de ces négociations. Est-ce qu'on peut y arriver? Alors c'est en cours, c'est ce qui est prévu. Normalement, il était même prévu. C'était le souhait des Américains en fait que le M23 signe avec Kinshasa avant l'accord qui a été signé aujourd'hui. Visiblement, voilà, ça n'a pas été le cas et les Américains sont passés dessus puisque visiblement Donald Trump avait envie d'aller très très vite sur ce sujet, puisque comme votre correspondante l'a dit, voilà, il est un petit peu en difficulté sur les autres sujets ukrainiens et moyen-orientaux, donc il fallait aller vite, et il manque cette étape parce qu'en fait le M23 est en position de force à Doha face à Kinshasa, et je crois qu'il a revu un petit peu ses revendications à la hausse, et pour le moment on est sur un blocage. Donc sur le terrain, c'est pas sûr que ça change grand-chose. Donc il sera difficile de faire appliquer par exemple tout cet accord. Comment on va surveiller par exemple le processus? Quels sont les moyens qui pourraient être mis pour justement surveiller tout ce processus? Alors ça, c'est effectivement l'autre incertitude, c'est voilà quel mécanisme efficace est-ce que on peut mettre en place, puisqu'il y a normalement la fin des hostilités. Qui va surveiller ça? On parle d'une participation américaine, mais on sait que Donald Trump ne va pas envoyer des troupes sur place. Est-ce que ça va être les régionales, sous-régionales, la SADC, le AC? Je pense que la MONUSCO va revenir un petit peu dans le jeu et va rejouer un rôle, mais c'est un petit peu compliqué. Puis
qu'est-ce qui va se passer si les engagements ne sont pas respectés sur le terrain? Qui peut le faire respecter? Voilà, ça sera vraiment à Donald Trump, je pense, de taper du poing sur la table si cela n'est pas respecté. Faudra juste voir si Donald Trump voilà suivra ce dossier-là sur le long terme, parce que ça va pas se régler en quelques semaines ni même en quelques mois. Donc il faudra voir si le deal minier qui a en fait beaucoup séduit Donald Trump, c'est Kinshasa qui est venu chercher les Américains en leur proposant ce deal. Donc il faudra voir si ce deal continue de l'intéresser, parce que effectivement des investissements américains sur place, oui, mais il faudrait que la situation sécuritaire soit. C'est l'intérêt quand même des États-Unis aussi d'avoir une situation sécuritaire, enfin un aspect sécurisé. Tout à fait, mais il va falloir l'imposer sans envoyer de soldats sur place. Il n'y a que la forte pression diplomatique sur Kigali, sur la M23, sur Kinshasa aussi par rapport au Ouazalendo et par rapport aussi à leurs obligations, puisque on parle d'un retrait des troupes rwandaises, mais il y a aussi la neutralisation des FDLR, et ça c'est du côté de Kinshasa que cela va se jouer. Mais politiquement, quelles peuvent être les retombées pour le président congolais, parce qu'il y a eu déjà un communiqué, tout le monde se félicite. Quelles peuvent être les retombées pour le président congolais, Félix Tshisekedi? Écoutez, pour le moment, c'est quand même une véritable aubaine pour la survie de Félix Tshisekedi. Il avait été très très affaibli en fait par ces différents revers militaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu une bouffée d'air qui lui permet un petit peu de resserrer les rangs autour de sa majorité. Ça lui permet aussi de relancer son projet de gouvernement d'union nationale qu'il avait lancé il y a plusieurs mois, mais qui était un petit peu mort-né puisqu'il n'y avait aucun opposant qui voulait y adhérer. Là, on voit qu'il est en train un petit peu, avec le camp de la patrie de l'opposant Martin Fayulu, oui, peut-être de pouvoir composer ce fameux gouvernement d'union nationale. Donc, c'est vrai que ça peut permettre, en tous les cas, dans un premier temps, à Félix Tshisekedi de rebondir. Par contre, il faut que l'accord sur le terrain, il soit concret et qu'il y ait des vraies avancées sur le terrain militaire, quoi. Le mois prochain, il y a une prochaine étape, a priori, avec la présence a priori de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame à la Maison-Blanche, aux États-Unis. Il faut y attendre quelque chose? Écoutez, on verra. Je pense que ça peut être intéressant si, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, si les choses avancent, d'ici là, voilà, ça sera bien. Voilà, si on voit que ça bloque, ça peut peut-être permettre à Donald Trump de remettre un coup de pression sur les différents acteurs. Merci Christophe Rigaud, journaliste, fondateur et directeur du site d'information Africarabia. Merci d'être passé par le journal Afrique de TVC. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde. Le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kasaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Nazali koloba na bino boye nazozwa bino a témoin bino souverain primaire pe nazali koloba yango mokili ezali kolonga ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma nakosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Tangaka pe munoko webisaka bato bakamuno nyonso te elienga elie yende nani, chacun a un jida à côté. Tais-toi mon frère, zala discret. Leso ya lelo ezali zala munoko mukie me mato imilai yokaka mingi lobaka mukie motozo lobela zo digérer vérité wana te. Excellence, Monsieur le Ministre, ma première question, c'est de savoir... Le vice-premier ministre ou le ministre? Excusez-moi, c'est le vice-premier ministre.
Ok, merci beaucoup. La première question, c'est de savoir c'est quoi la particularité de chaque accord signé ou assigné très prochainement, parce que dans tous les accords, on parle de paix, et on voudrait savoir, ça m'amène à poser ma deuxième question, c'est à quel niveau d'accord que l'on pourra, on aura une paix définitive en République démocratique du Congo avec une RDC complète. Merci. Alors, maître, de donner votre réaction. Merci beaucoup. Mais je crois que la question a tout son pesant d'or. En fait, la particularité de chaque accord est dans les parties qu'elle concerne et les engagements que chaque partie prend. Je le disais dans mon introduction, l'une des avancées que nous avons fait dans cette crise trentenaire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons réussi à identifier les acteurs majeurs du conflit. Et c'est la particularité de l'accord de Washington qui cristallise et identifie le Rwanda comme un acteur ou l'acteur majeur au conflit, le responsabilise et l'engage à prendre sa responsabilité pour une paix durable. Ça, c'est Washington. Maintenant, à Doha, nous avons si je peux les identifier comme les acteurs sur terrain, ou l'identifiant congolais utilisé, qui va aussi prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, dans la déclaration de principe, il a réaffirmé sa volonté, non seulement à cesser le feu, mais à aller vers une paix durable, et une paix circonscrite à travers les principes tels qu'énumérés dans le document en question. Donc, chaque document ou chaque accord, selon les parties qui y prennent part et qui s'y engagent, concourt à la réalisation de la paix. Alors maintenant, à quel niveau? Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir l'acteur République du Rwanda qui s'est engagé à la paix, mais nous avons d'autres partis comme la coalition M23 qui ne l'a pas encore fait formellement, qui va s'engager, et à partir de ce moment-là, je crois que ensemble nous serons dans cette dynamique-là de la mise en œuvre de la paix. Voilà. Voilà, on va prendre la prochaine question avec M. Janis. Du ministre de la Communication, qui parle de la restauration de l'autorité de l'État ou du gouvernement en disant que vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette signature de la déclaration de principe voudrait dire que l'AFC M23 se retire des zones contrôlées par ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont, de la sécurité, parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Comme nous le savons, l'Afrique est une terre riche en biodiversité, en minerais, parfois de minerais rares, et aux cultures très variées. Mais ce continent est appauvri par des siècles d'extractivisme, d'esclavage et d'exploitation. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, comme on le dit souvent, mais c'est plutôt un continent pillé, un continent saccagé, vandalisé. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique,
à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous exigeons donc une économie qui ne soit pas basée sur le sacrifice des peuples africains pour en enrichir d'autres. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soient anéanties à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le coltan, le tantal, tantalite, colombite, etc. Comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie, la souveraineté des peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits de l'homme, des droits des femmes, des migrants climatiques et de nouvelles générations. Le document que nous avons signé et partagé aujourd'hui avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, souligne en 10 points les engagements et responsabilités des puissants de la planète et présente aussi 10 demandes spécifiques avec des appels à l'action, y compris une série d'efforts entrepris par l'Église catholique elle-même. En tant qu'Église en Afrique, nous nous engageons à renforcer la spiritualité de l'attention, à former les nouvelles générations à une éthique écologique et à construire une alliance intercontinentale du Sud pour dire d'une seule voix, le temps de l'indifférence est révolu. Nous devons nous réveiller. L'Afrique veut vivre. L'Afrique veut respirer. L'Afrique veut contribuer à un avenir de justice et de paix pour toute l'humanité. Et elle le fera avec sa foi, son espérance et son invincible dignité. Merci à vous. Oyoki elenge yako